à cette conférence de Human Advantage. On va parler sécurité pour les 2 dernières sessions. Alors, quand on parle d'IA, on parle évidemment de sécurité. Est-ce que la donnée est collectée dans le respect des sources de l'auteur, du créateur? Est-ce que nous nous assurons que nous n'extrapolons pas certaines choses, certains biais, voire la toxicité qu'on peut voir dans le monde actuel? Pour évoquer ce sujet, nous avons Emmanuel d'abord. Alors, je vais juste retourner au studio. On se retrouve tout de suite. Hello. We're here. Et voilà, We're back. comme par magie, nous y sommes. It's the end of the day C'est here, but we're back in presque action la with fin. Emmanuel Candes. Nous avons Emmanuel Emmanuel is coming Candes. all the way Emmanuel from, the US, nous vient California, des Stanford. États-Unis, He de is the Stanford, Barnum en Seaman Californie. Chair in Mathematics and Statistics at Stanford Il travaille à University. l'université de He's Stanford, also a professor at the California est Institute également of Technology professeur à and l'Institut a scientific- technologique de Californie a scientific advisor et to conseiller Fairgen that you just met scientifique with Samuel. auprès de So Fairgen, we're coming to the dont end, nous avons and, parlé tout à I'm l'heure. gonna ask you to please stay tuned, Donc, like Nuala would say, restez avec and nous we are going to jusqu'au listen bout. to Emmanuel Nous allons assessing écouter factuality Emmanuel of large language models. qui va parler Thank you very much des for having me. LLM. It's a pleasure Bonjour, to be here and to merci discuss contemporary de issues. m'avoir So invité pour this talk parler is going de to be a ce bit sujet. different Ça from va what être un you've petit heard peu so far. différent It's de going ce to que be less vous of a avez high-level entendu talk, jusque-là. more like just the On specific va questions and essayer tools de that we have parler developed at d'outils, Stanford de choses que to nous answer this développons question. pour I essayer de think répondre à la problématique à before I get Stanford. started, Donc I want to avant say de that at démarrer, Stanford, je we're very souhaiterais dire que fortunate nous to have avons beaucoup de remarkable chance. young À people. Stanford, nous avons des Everything gens is about computer incroyables. science, statistics, On parle data de science, statistiques, AI on these parle days. And so d'IA, this on work parle is de, done here in Massachusetts. It is true that I'm puissance an de advisor to calcul. Fairgen. It is Je true suis that John Sheridan conseiller is an advisor to auprès the Washington de Post and Research Fairgen. Alliance Il for y a the John Post Sheridan Research. aussi qui travaille avec Um, moi. I think the question of the Et day la is that question, I think we've all c'est, interacted with ChatGPT. voilà, I vous remember connaissez the tous life before ChatGPT. ChatGPT and after, On and se it's rappelle quite tous de changed. la vie avant And so, we want ChatGPT to learn from et après. ChatGPT. So Nous people avons might beaucoup ask appris ChatGPT, how often is grâce a à shingles vaccine ChatGPT. used? And Par ChatGPT exemple, is le very vaccin, active à quelle and will vitesse actually doit-on speak faire an un answer. vaccin? Eh bien, I'm not going to le read vaccin what doit you can être see fait on à the telle et screen. telle Like fréquence. the shingles vaccine is typically recommended Il for est adults conseillé aged de le 50 faire and over. entre tel et tel âge. Ça, c'est une réponse typique qu'on va retrouver sur ChatGPT. Et parfois, on verra que les réponses sont correctes. Parfois, on verra que les réponses ne sont pas correctes. Donc, peut-on avoir une vision de la précision ou pas? C'est vrai pour les LLM. Je travaille pour des entreprises et on se tourne souvent vers l'IA pour automatiser un certain nombre de tâches, des tâches qui sont très importantes pour les entreprises, notamment en matière de conformité. En matière de conformité, on a un document juridique et donc on en fait des règles. Aujourd'hui, ce sont des humains qui font ces règles, mais ça, c'est des choses que les gens aimeraient bien pouvoir automatiser. Mais comment sait-on que le système, que l'IA va faire ça correctement? Parce que s'il ne le fait pas correctement, imaginez, vous êtes une grosse entreprise, vous avez un document juridique, et puis votre client ne veut pas investir dans tel ou tel pays, et puis tout à coup, parce que l'IA a fait une mauvaise traduction, vous achetez un produit dans un pays où vous aviez décidé de ne pas acheter. Problème. C'est pareil pour les language models. Là encore, il faut avoir une idée précise de la précision, de la qualité de la réponse obtenue. Donc, ce que j'aime bien, lorsque un modèle de langage, il va vous dire que le vaccin existe contre le zona, et il va vous donner un certain nombre de paragraphes, des paragraphes qui vont pouvoir être évalués individuellement. Donc on va essayer de noter ces affirmations. Est-ce qu'elles sont vraies ou pas? Quelle est la probabilité pour qu'elles soient vraies? Donc il y a énormément de documents aujourd'hui sur
l'hallucination. Comment peut-on détecter une hallucination d'IA? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est assez simple. On peut utiliser un language model pour vérifier la factualité de quelque chose. On peut utiliser le modèle lui-même. Par exemple, je peux vous demander à partir de quel âge le vaccin est recommandé. Je peux poser la même question plusieurs fois et je vais avoir différentes réponses à chaque fois. Donc s'il y a une réponse qui est persistante, ça veut dire qu'il y a une probabilité plus élevée que ce soit vrai. Si c'est moins persistant, on peut partir du principe que c'est moins probable. Donc on peut aussi demander au système quel est le degré de confiance que tu as dans ta propre réponse. Donc là, on va commencer à scorer, à noter. On peut l'utiliser pour noter, pour savoir ce qui est faux et ce qui est vrai. Donc voici un certain nombre d'affirmations qui viennent d'une IA. L'hépatite C est une maladie grave. Voilà, score élevé, donc niveau de confiance élevé. Et puis, la notation humaine. T, c'est true, ça veut dire que c'est vrai. Un vaccin contre l'hépatite C existe, c'est faux. C'est faux. Donc là, vous allez pouvoir créer une base de données de ce que pense l'IA et la vérité. Et ensuite, on va utiliser cette notation et on va voir l'exemple ici, et on retrouve l'exemple ici. Donc, on va faire un calcul de seuil pour chaque prompt. Tu penses quoi de l'hépatite C? On va regarder la note et on va voir le score au-delà duquel toutes les affirmations sont vraies. Donc on a des exemples, un qui porte sur l'hépatite C et puis l'ASIK qui est une chirurgie laser, et on voit le score au-delà duquel toutes les réponses sont vraies. Donc, on a donc une base de données importante. On va pouvoir regarder le 90e percentile et on va garder toutes les affirmations qui sont au-delà de ce score. Alors, ce que l'on voit, c'est que c'est un théorème mathématique. À partir de maintenant, tout ce que vous allez voir va éliminer des affirmations. À partir de maintenant, ce que vous allez voir va vous garantir que vous avez une garantie de justesse de la réponse à 90%. Voilà, on revient avec la question du vaccin. Donc là, on a éliminé énormément d'informations puisqu'il faut que ce soit sûr à 90%. 90% du temps, ce que vous voyez est correct. Voilà ce que cela veut dire. Le problème, c'est que vous avez éliminé beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas très utile, mais c'est un fait mathématique, pardonnez-moi. Maintenant, on a filtré énormément d'affirmations. Lorsque vous dites que c'est vrai à 90%, ça c'est pour toutes les questions liées à la médecine, mais en fonction d'une pathologie et d'une autre, ça peut varier. Il peut y avoir des écarts. On ne veut pas des réponses toujours justes à propos de la chirurgie par laser pour les yeux et jamais correctes sur une autre pathologie, par exemple. C'est pas ce qu'on veut. Donc il faut calibrer correctement les choses pour que ce soit vraiment utile. Donc, ce que nous avons fait à Stanford, c'est que d'abord, je vais essayer de passer cette partie-là, mais on essaye de booster les scores. On fait énormément de boosting parce que les scores de l'industrie ne sont pas calibrés pour faire de la rétention d'affirmations. Ce qui est plus intéressant, c'est ça.
plutôt que d'utiliser le même score pour tous les prompts, on va utiliser des seuils basés sur des questions médicales de médecins. On parle de médecine, mais on pourrait appliquer la même chose à l'écriture de biographie. Ce qu'on ne veut pas, par exemple, c'est que les biographies sur les hommes soient justes, reflètent la réalité, et pas les biographies sur les femmes, par exemple. On évoquait le sujet de la toxicité, plutôt, on ne veut pas de toxicité, on ne veut pas d'hallucination sur un sujet toxique et pas d'hallucination sur des sujets qui sont sûrs. Donc là aussi, il faut assurer cette sécurité. Et puis, pour terminer, là on va donc continuer à enlever des affirmations. Donc on va continuer à enlever des affirmations. Après, il faut être sûr. Donc on va pouvoir trouver un seuil. Si vous dites 70%, bon, ChatGPT, on ne peut pas tout enlever, parce que sinon personne ne va utiliser votre système. On ne peut pas non plus en garder autant qu'on veut. Comme on veut en éliminer, après, la question c'est, est-ce que vous voulez que vous ayez un niveau de véracité de 90% ou pas? Par exemple, si on parle de conformité, de compliance, si vous êtes à 80%, ça vaut le coup de regarder. À 50%, là, il faut vraiment regarder, quoi. Donc lorsqu'on utilise ce type de système, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure, on va enlever des affirmations, on va en enlever une en l'occurrence. Voilà, on voit la partie barrée ici. Donc en fait, c'est incorrect, cette affirmation est incorrecte. Donc là, la probabilité, c'est 63%, donc 2 fois sur 3. Donc l'utilisateur doit accepter ce risque, mais au moins là, vous êtes honnête. Vous êtes extrêmement honnête quant à ce que vous affirmez à l'utilisateur. Donc voilà, vous retrouvez cette diapo. On va regarder à gauche, ce qui est intéressant, bon, même si c'est très ennuyeux, mais concrètement, ce que cela vous dit, c'est que si vous voulez 70%, vous avez 70%. Vous avez une ligne continue. Quand vous dites 70%, c'est 70%. Si vous dites 80, c'est 80, 60, c'est 60. Voilà. Pour moi, c'est très important d'avoir cette stabilité. À droite, je ne sais pas si vous savez lire ce type de diagramme, je suis certain que oui. En vert, vous avez le boosting avec l'adaptation et sans adaptation, vous pouvez écrire des biographies sur vous, et tout en étant assez confiance que ce que je dis est vrai. Alors tout ça, c'est beaucoup de travail, mais pour vous dire qu'on peut essayer d'éliminer les hallucinations tout en vous affirmant que vous avez une garantie certaine d'avoir la vérité. Il ne faut pas tout enlever, évidemment, mais enlever certaines choses. Et ça, ce n'est qu'un exemple très important, mais ce n'est qu'un usage. En fait, on veut utiliser l'IA pour automatiser des choses, des tâches dans le secteur financier, bancaire. Lorsque vous utilisez l'IA, la vraie question, c'est vous l'avez fait, mais est-ce que vous l'avez fait correctement? Et là, on a besoin de savoir, de manière non
biaisé et honnête, quelles sont les chances, la probabilité pour que ce soit correct. Sinon, c'est très compliqué de passer à l'étape suivante. Alors, on va faire un peu de statistiques. Je ne sais pas si les élections américaines vous intéressent. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ah bah ça intéresse tout le monde. Alors, la méthode que nous avons développée est utilisée pour le Washington Post pour donner une vue calibrée sur les prévisions des élections. Et évidemment, il faut que ces prévisions soient bien calibrées. Donc, John Sharon a travaillé sur ce sujet et aujourd'hui, c'est déployé en live pour le Washington Post. Et ça donne quoi alors, ces prévisions? Eh ben, pour l'instant, les élections sont extrêmement serrées. Extrêmement serrées. Voilà ce qu'on sait. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis un peu intimidé parce que je ne suis pas expert en LLM. Nous avons des experts qui nous écoutent, d'autres qui le sont beaucoup moins, mais certaines personnes qui n'y connaissent rien souhaitent néanmoins essayer de les utiliser. Vous travaillez avec des entreprises privées. Inutile de nous dire lesquelles. Comment les entreprises peuvent-elles utiliser ces méthodes pour mesurer ou pour améliorer l'efficacité et la fiabilité? J'imagine avoir mon entreprise. Comment je fais pour minimiser ou éliminer les hallucinations, par exemple? Alors, prenons un exemple concret, celui de la compliance, la conformité. Imaginez, vous avez des avocats qui rédigent des documents juridiques extrêmement longs et à un moment donné, ces documents doivent être traduits en règles, des règles qui peuvent être reconnues par des codes. Ainsi, un responsable de portefeuille peut utiliser et ne pas se tromper, ne pas se planter en respectant les bonnes règles. Donc là, il faut un score très élevé. Parce que ce processus, ce serait bien de l'automatiser. Si c'est une tâche simple, pourquoi pas? Pour des raisons, dans des contextes très sensibles, comme c'est le cas là, je pense qu'il faut un système de recommandation. C'est-à-dire que je n'ai pas suffisamment confiance dans ce que je vois pour l'intégrer à partir et simplement l'appliquer dans l'entreprise jusqu'au bout. Si le système est extrêmement sûr de lui, dans ce cas-là, ça vaut quand même le coup d'y regarder et voilà, il faut décider quel degré d'intervention humaine vous souhaitez avoir ou pas. Donc l'IA peut faire 90% du boulot et 1% est ensuite réalisé par l'humain. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, en ligne, quelqu'un nous pose une question à propos d'entreprises qui utilisent ce type de système. Quelle est la première chose à faire pour vérifier la précision? Quelle est la toute première étape, la toute première chose à faire? Vous développez une méthode. Vous développez votre méthode. Vous prenez vos données, des données pour lesquelles vous êtes sûr, vous appliquez la méthode à ces données. La théorie que j'ai présentée est très simple. Moi, je veux un niveau de précision de 90%. Voilà. Si vous faites votre test et que ça ne marche pas, vous avez un problème. Donc ça, c'est la première chose à faire. C'est un petit peu comme toujours avec l'IA. Il faut collecter de la donnée, en l'occurrence des données sur les prompts, sur la donnée elle-même. Il faut annoter la donnée. Concrètement, vous cherchez quoi? Est-ce que telle affirmation est correcte ou pas? Est-ce que l'IA a eu juste ou pas? Voilà, c'est assez simple.
Vous pouvez dire, voilà, là, vous pouvez essayer sur un dataset que le LLM n'a jamais vu, et là, vous voyez les résultats. Si c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon signe. Voilà. Et donc, si le niveau de précision ne répond pas à vos attentes, vous faites quoi? Vous changez le modèle, vous passez à un autre modèle? Vous regardez autour de vous. Ou alors, il faut collecter plus de données. Les algorithmes sont devenus un peu plus intelligents quand même, mais bon, il y a la qualité de la donnée. Ce qui est bien avec les LLM, c'est qu'un peu comme ce que disait Samuel tout à l'heure, c'est de travailler sur de la donnée synthétique. À Stanford, avec mes étudiants, je travaille sur ce sujet également. Par exemple, la semaine dernière, on a mis un document en ligne, très simple, et on a formé un modèle pour passer un examen. Voilà, passer un examen et obtenir une bonne note. Hein, c'est pas mal. Le modèle, malheureusement, n'a pas bien réagi. Parce que, alors, on lui pose des problèmes de maths, des problématiques de maths. C'est dur. Voilà, c'est dur. Pour ChatGPT, c'est dur de répondre à des questions médicales. Donc, vous faites quoi? Vous pouvez créer des données synthétiques. D'accord? Vous demandez, par exemple, si c'est des maths, voilà. Ça pourrait être médical ou un autre sujet. Mais disons, des maths. Vous demandez au modèle de lire un certain nombre de bouquins en maths. Très bien, mais ça ne marche toujours pas. Après, vous faites quoi? Il faut demander au système quels sont les concepts que vous avez appris. Quels sont les grands chapitres que vous avez appris, les grands sujets. Alors, il va dire, voilà, j'ai étudié tel ou tel concept. Très bien. Et tu as appris quoi dessus? Et là, il va générer des choses. Après, on peut lui demander, qu'est-ce que c'est qu'une matrice? Ah, il y a un écart type. Voilà, tu as appris plein de choses. Est-ce que tu peux m'en parler? Très bien. Ensuite, est-ce que tu peux me dire les liens? Est-ce que tu peux établir des liens entre un écart type et une moyenne? Et tout ça, c'est basé sur le glossaire au début ou à la fin du bouquin. Alors, est-ce qu'on peut établir des liens entre concepts? Et là, il va commencer à faire des liens. Et là, on est en train de former l'IA, mais pour ce faire, il a fallu le guider. Il a fallu lui poser des questions, d'établir des liens. Et une fois qu'on a fait ces liens, on lui demande de repasser le même examen, et là, la note, elle augmente de manière très importante. Donc on voit que la connaissance s'est affinée. Et grâce à ça, le modèle passe l'examen avec une bien meilleure note. Très bien. À partir de quand pensez-vous que ces modèles seront utilisés pour corriger ChatGPT? Est-ce que vous pensez qu'on va s'en servir pour les améliorer, ou est-ce que ce sera simplement pour améliorer le modèle lui-même? Non, je pense qu'on peut mettre en place un système de correction, une boucle de correction. Ce qu'on voit... Bon, là, je ne suis pas expert, hein, j'arrive un peu à la limite de mes connaissances, hein, mais si vous essayez de réparer quelque chose trop souvent, vous allez avoir un autre problème. C'est-à-dire que le problème, vous l'éliminez, mais vous en créez un autre. Et ça, on essaye d'y travailler. Hein. Nous avons créé un modèle, donc ce modèle de Stanford, qui, je pense,
ça va faire du bruit. Hein. On prend la langue anglaise et toutes les langues du monde et on les intègre dans des nombres, dans des chiffres pour faire de la prédiction. Et je préfère ne pas trop y toucher, mais je préfère plutôt travailler au contour pour l'améliorer sur des tâches spécifiques. Un petit peu comme des tentacules, si vous voulez, donc autour, pas dedans. Interesting question, I think, based on the statement that it was scoring out, scratching out. Alors, on a vu tout à l'heure les éléments du texte qui sont automatiquement éliminés. Que faites-vous si toute la réponse est rejetée? Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas affirmer que vous avez une certaine confiance en la réponse. Ou dans ce cas-là, est-ce que vous passez à un autre modèle? Vous pouvez faire ça. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant avec ces outils, c'est qu'ils peuvent être utilisés avec tout type de mécanisme de notation. Donc, avec un meilleur type de notation, vous pouvez avoir un meilleur modèle, la qualité des prompts, la fréquence des mots, plein de choses. C'est un système de prédiction, en fait. Est-ce que vous pouvez prédire la vérité, la véracité? Et si vous vous améliorez, le système s'améliorera également. Il se calibrera en fonction. Donc oui, vous pourriez utiliser un modèle différent. S'il y a des progrès quelque part, autant s'en servir. Mais bon, si vous faites votre marché, n'est-ce pas? Voilà, peut-être que vous trouverez. Hein. Mais peut-être que celui qui gagnera aura payé beaucoup, ou trop. Question sur les hallucinations. Vous avez évoqué le sujet des hallucinations. Quelles sont les méthodes les plus prometteuses pour prévenir ou minimiser des hallucinations? Il faut trouver des modèles qui sont capables de prédire. C'est en fait un problème de classification. Dans un prompt ou dans une réponse d'un LLM, qu'est-ce qui est prédictif d'une hallucination? Mais c'est un problème compliqué, très compliqué. Aujourd'hui, on utilise un peu la méthode que j'ai décrite tout à l'heure. C'est-à-dire que vous faites un nouveau prompt. Et encore, vous répétez les prompts et vous comparez les réponses. Et là, ça vous donne une idée de la stabilité ou de la réplicabilité d'une réponse. Voilà, en posant la question plusieurs fois de façon différente. Ça, c'est une façon. Vous pouvez aussi demander au système, en lui demandant quel est son niveau de confiance en ses réponses. Mais c'est un petit peu comme les statistiques au début du XXIe siècle. Vous pouvez avoir une bonne méthode pour prédire les hallucinations, et puis toi tu peux en avoir une, et puis moi je peux en avoir la mienne. Et puis à un moment donné, il faudrait les combiner pour optimiser encore la qualité. Ça, c'était le machine learning au début du XXIe siècle, où on arrivait à assembler des méthodes. Et on peut avoir des classifieurs faibles avec une mauvaise performance, mais si on en met 100 bout à bout, on peut en faire un super classifieur. Donc, pour ce faire, peut-être faut-il être extrêmement créatif pour prédire les hallucinations et combiner toutes ces idées pour en faire un super classifieur. Go for it. Alors, une question moins technique. À propos du processus, vous avez parlé de vos étudiants. Qui décide? Est-ce que c'est l'université? Est-ce que c'est vous qui décidez? Quel type de recherche vous faites? Est-ce que c'est le doyen? Est-ce que ce sont les étudiants? Est-ce que c'est vous? J'espère que ce n'est pas le doyen. Aux États-Unis, nous avons une véritable liberté de recherche académique. Un professeur aux États-Unis travaille sur ce qu'il veut.
Évidemment, ce que nous faisons est aussi fonction de financement. Nous devons aller chercher des financements pour avoir accès aux étudiants. Donc, tout dépend évidemment des financements dont vous bénéficiez. J'ai une partie de mes financements de fondations privées ou d'agences gouvernementales comme la Fondation nationale de la science ou de la santé. Donc là, vous répondez à des appels d'offres, en fait. Vous faites des propositions. Ce sont des processus assez compétitifs. Vous soumettez vos projets de recherche et vous obtenez des financements ou pas. Si vous les avez, vous utilisez ces financements pour venir en aide à des étudiants. Et si c'est ce que vous faites, vous avez évidemment l'obligation de faire ce sur quoi vous vous êtes engagé. Alors, on a tous notre façon de travailler. Si vous avez plusieurs modèles qui communiquent les uns avec les autres pour arriver à un consensus, est-ce que c'est ça que vous vouliez dire? Oui, c'est ça, oui. C'est tout à fait ça. Ce qu'on veut faire, c'est combiner des règles de prédiction. Le meilleur moyen pour le faire, donc, je vais donner 0,5 à Émilie, 0,2 ou 0,3 à toi, et puis 0,2 et 0,3 à moi-même. Donc, on va pondérer, en fait. On pourrait le faire. C'est un peu conceptuel, mais on pourrait procéder ainsi. Et Et puis, il y a peut-être d'autres segments sur lesquels toi, je vais te donner une notation plus importante, une pondération plus importante. Donc, on peut procéder ainsi. Voilà, en fait, on combine tout ça pour faire un réseau neuronal. Je suis désolé, je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais malheureusement, nous arrivons au terme de cette session. Merci beaucoup.